Bon, alors nous entrons maintenant dans la dernière phase de la dernière phase. Hein. Il y a toujours une fin après la fin. Et donc une sorte de point un peu culminant. Et pourquoi ne pas culminer avec le cerveau, justement, qui est au bout du compte là le moteur de tout ce dont nous avons, parlé. Et donc nous allons procéder maintenant à ce moment que nous avons conçu avec Mathilde Manara comme une table ronde avec deux spécialistes, un neuroscientifique, un psychologue expérimental, Jean-Pierre Changeux, Olivier Houdet. Et donc l'idée, c'est d'avoir on aura deux exposés, hein, et puis après, nous regrouperons les questions, le dialogue entre les deux scientifiques, et puis avec la salle en même temps. Je crois que ça me paraît une bonne manière de faire. Bon, nous allons donc commencer par Jean-Pierre Changeux, qui évidemment fait partie de ces gens qu'il est inutile de présenter totalement ici. Donc, Jean-Pierre Changeux, qui est membre de l'Académie des sciences, professeur émérite ici même au Collège de France et à l'Institut Pasteur, et qui a effectué des travaux de recherche dans plusieurs domaines de la biologie, ayant fondé d'abord ses premières recherches sur la structure et la régulation des protéines, et en particulier sur les mécanismes de transduction des signaux biologiques par interaction allostérique. Je dis cela comme si c'était un texte de langue inconnue, hein, comme disait Valérie. Et puis en 1970, Jean-Pierre Changeux a isolé le récepteur nicotinique de l'acétylcholine à partir de l'organe électrique du gymnote, et c'était le premier récepteur membranaire de neurotransmetteurs jamais isolé, et cela grâce aux propriétés d'une toxine de venin de serpent. C'est quasiment de la poésie pure pour moi. Et puis, depuis les années 80, mais je me moque, c'est pas une moquerie, voilà, Jean-Pierre Changeux s'intéresse aux fonctions cognitives. Et c'est là qu'on arrive à des choses qui sont en lien, je pense, avec ce que je viens de dire. Et il y a apporté à la fois des modèles théoriques et des fondements expérimentaux, principalement au niveau moléculaire chez la souris. Et donc, ce sont des recherches dont les conséquences vont de la pathologie humaine jusqu'à la compréhension de la toxicomanie et à la thérapeutique des maladies neuropsychiatriques. Mais Jean-Pierre Changeux, par ailleurs, pas seulement un neuroscientifique, mais c'est aussi un grand amateur d'art et d'esthétique. Voilà. Et je crois que cet intérêt qu'il a pour Valérie, c'est la raison. Ça fait longtemps que je suis en dialogue avec Jean-Pierre sur cette question de Valérie. Je sais qu'il est un grand lecteur de Valérie et je savais qu'il avait des choses à dire là-dessus, sur Valérie, le cerveau. Et donc, voilà. Je l'ai invité à parler et de cela. Et donc, sa communication s'intitule « Valérie et les bases neurales des fonctions supérieures du cerveau ». Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier le professeur Marx de m'avoir invité et surtout de prendre le risque de m'inviter pour deux raisons. La première, c'est que je ne connais Valérie que d'une manière très, très fragmentaire. Comparé à l'exposé qui vient de nous être fait, je n'arrive pas à cette qualité de compréhension et d'expression de Valérie. Donc, je vous ferai part d'un certain nombre de références que j'ai prises dans Valérie, qui me serviront de base pour établir une sorte de comparaison, de confrontation avec les données de la science actuelle, sans arriver à une véritable démonstration comme on souhaiterait pouvoir le faire, et dire, eh bien, interprétons ce que Valérie a dit en des termes physiologiques d'aujourd'hui. Donc, je vous demande votre générosité et votre compréhension pour toutes les bêtises que je suis capable de vous dire dans mon implexe central. Donc, mon premier point sera le physicalisme de Valérie. Le mot matérialisme a été aussi utilisé par notre collègue japonais. Il n'y a pas de métaphysique qui réside à l'observation pure et simple de ce qui se passe dans notre cervelle. Deuxième point, notre univers n'est qu'un phénomène cérébral. Il faut admettre une sorte de physique du système nerveux qui s'impose à la sensibilité et au psychisme. Le mot esprit, raison, intelligence sont autant de vases fissurés, de mauvais instruments. L'esprit est inséparable de la matière. Je pense que c'est une sorte de serment physicaliste
qui est semblable à celui que Helmholtz, Brugh et aussi Freud a juré. Et c'est aussi un serment que je jure encore aujourd'hui, comme ça l'a été au XIXe siècle. Je pense que Valéry est dans cette tradition, même si dans les leçons, il est peu engagé dans cet aspect-là de la réflexion, alors que dans les cahiers, ces textes sont extraits des cahiers, il est fortement, il l'est toujours après, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être d'une façon moins violente, si j'ose dire. Il cite aussi ça, c'était à l'intention de quelques philosophes qui se trouvent parmi nous, l'invention des anesthésiques est anti-métaphysique. Bon, ça veut vous faire sourire et vous faire dire qu'est-ce que Valéry veut dire. Bien, nous verrons dans quelques minutes, je pense, ce qu'il veut dire par là. Et enfin, un point évidemment que je vais illustrer abondamment, il faudrait voir notre cerveau en activité, mais on le verra. Alors, dans quelques diapositives suivantes, je vais très, très brièvement illustrer ce physicalisme. Notre cerveau comporte environ 86 milliards de neurones et à peu près 1 million de milliards de contacts synaptiques, 10 puissance 15. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on confonde le cerveau de l'homme avec de la cervelle de mouton qu'on peut acheter chez le tripier. Ce n'est pas simplement un tissu blanc et comestible, c'est une extraordinaire machine connexionnelle, extraordinaire. Et à cet égard, je pense qu'on peut non seulement examiner le cerveau dans son ensemble, mais aussi d'une manière différenciée et spécialisée. Et je pense que ce point est à retenir pour vraiment bien comprendre Valéry. De mon point de vue, comme vous voyez, il y a des spécialisations fonctionnelles dans le cortex cérébral. On en compte 180. Il y a des aires, je sais, j'ose pas toucher, parce que des aires, je vais peut-être utiliser ça. Non, ça ne marche pas. Bon. Et ça? Quelle horreur. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Non, excusez-moi, mais j'ai essayé de... Si vous pouvez me rétablir. Voilà, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas y toucher. Hein, parce que... Voilà, il faut appuyer sur la... C'est laquelle? Étoile. Étoile, merci beaucoup. Comme vous voyez à l'arrière, ici, des aires visuelles, je vais vous illustrer ça tout à l'heure dans quelques minutes. Et à l'opposé, au niveau préfrontal, des aires qui vont intervenir dans les fonctions supérieures de notre cerveau. Et je pense que aussi Olivier va nous en parler. Donc, je pense que cet accroissement différentiel au cours de l'évolution des parties antérieures du cerveau va vous illustrer peut-être certains des termes qui ont été employés et dont je ne partage pas l'usage. Donc une extraordinaire complexité connexionnelle et aussi un autre aspect qui est évidemment fondamental dans notre compréhension du fonctionnement du cerveau. Chacun pense à l'électricité, certains pensent à des transmissions magnétiques invraisemblables ou à l'âme, des substances immatérielles qui vont permettre de communiquer d'un neurone à l'autre. Eh bien, ce qui est important de souligner, c'est que, et vous le voyez illustré dans cette partie à gauche, c'est que tous les contacts synaptiques dans le cerveau sont discontinus. Ce sont des synapses. Il n'y a pas donc de continuité où, comme le croyait Golgi, l'âme pourrait circuler plus facilement. En fait, il y a des discontinuités à chaque niveau. Et ici, vous le voyez, entre deux neurones, une synapse qui libère une substance chimique, qui est un neurotransmetteur, qui lui-même va agir sur
un récepteur qui va lui-même commander des fonctions particulières qui vont elles-mêmes contribuer à des hallucinations. Comme vous voyez ici, c'est le cas de la sérotonine. Nous n'en parlerons pas, sauf à propos des anesthésiques tout à l'heure. Alors, voyons le cerveau en activité. C'est une diapositive relativement ancienne du début de l'imagerie médicale qui montre la différence entre qu'on peut enregistrer entre entendre des mots, voir des mots, dire des mots, penser des mots. Donc voilà déjà une topographie très grossière, très globale, qui permet de vous dissuader que dès qu'on parle de spécialisation poétique ou autre, on a affaire à quelque chose d'évanescent qui est non distribué. Eh bien justement, c'était l'idée de Valéry lui-même de nous dire « regardons le cerveau si nous pouvons le faire ». À son époque, évidemment, ce n'était pas possible. Voilà une diapo très récente de 2019 où on voit le cerveau en activité chez... En bas, c'est un lecteur. En haut, c'est un auditeur. Et en bas, c'est le poème lu. Et en haut, c'est le poème entendu. Alors, vous pouvez voir avec quelle finesse on peut lire dans le cerveau. Et vous avez les couleurs ici qui correspondent à leur signification, la personne, le nombre, le mental, la place, etc., etc. Donc vous voyez à quel point Valéry avait raison qu'il faut voir le cerveau en activité. Alors il dit aussi, plus loin, pour faire le lien entre cette vision physicaliste, je dirais, du cerveau-machine chimique, tu es un système. Jusqu'à présent, personne ne l'a dit à ce colloque. Tu es un système, c'est-à-dire un système de relations et de relations de relations. L'univers est un système de relations réciproques. L'univers physique, psychologique, bon, mystique, ça répond à la question de Madame tout à l'heure, qui s'inquiétait de la mystique. Tous ces univers s'emboîtent dans celui que j'ai appelé l'univers social, lequel coïncide par définition avec l'univers du langage. Donc, cette idée est évidemment une idée, personnellement, je tiens énormément, et qui montre qu'en fait, il faut voir notre cerveau, non pas comme cette grosse cervelle, non pas simplement comme des neurotransmetteurs et des récepteurs, mais tout un système organisé qui va de la molécule à la cellule nerveuse, de la cellule nerveuse aux circuits, des circuits, et s'ouvre sur la vie sociale, le langage et la conscience. Donc, ces passages de niveau d'organisation emboîté, à cet égard, la notion d'emboîtement est présente couramment chez Valéry, et il y a évidemment une vision là, qui est tout à fait en accord avec la pensée de Valéry, sauf qu'à l'époque, évidemment, c'était difficile pour lui de voir les choses sous cet angle. Donc il faudrait peut-être réécrire Valéry en 2025. Alors l'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'il parle de la réalité. Il y a eu un débat par Mme Tiercelin sur ces sujets-là, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que Valéry nous dit, c'est que la réalité à l'état nu est insignifiante, c'est-à-dire sans aucune signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous rappelez la diapo précédente, eh bien, nous assignons des sens aux significations au monde extérieur qui lui-même n'est pas étiqueté comme le voulaient par exemple Platon et d'autres. Il n'y a pas d'étiquette qu'on va lire
sur le monde, il va y avoir simplement un cerveau qui va se projeter, construire des modèles et produire des représentations du monde. Alors, autre point, et puis j'aurai ensuite quelques mots à dire sur sensation, sensibilité et éventuellement poétique. Alors, juste très brièvement, Valérie dit « Nous comprenons d'autant mieux les vivants que nous construisons des machines ». Évidemment, c'est un point très important. Et là, je voulais simplement dire qu'on peut construire des modèles cognitifs qui permettent de représenter un comportement, processus mental, par un organisme formel composé des éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les neurones, et les récepteurs, etc., et les mettre à l'épreuve de passer une tâche cognitive et de construire une machine qui est capable de reproduire. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, je tiens à le dire. C'est une intelligence de machine construite à partir de notre système nerveux. Et pour vous souligner la différence, l'intelligence artificielle fonctionne avec des ordinateurs qui transmettent des signaux à la vitesse de la lumière, et notre cerveau, malheureusement pour nous, est lent. Il est terriblement lent, il fonctionne à la vitesse du son. Donc vous voyez qu'il y a des ordres de magnitude de différence entre l'intelligence artificielle et notre intelligence humaine. Et alors, dernier point que je voulais faire à propos de... ça, c'est juste un point un peu personnel. Le meilleur modèle que l'on puisse faire du monde, puisque le monde n'est pas étiqueté, on ne va pas identifier l'étiquette, on va donner une étiquette sur ce monde. Le meilleur modèle ne donnera jamais une description complète et exhaustive de la réalité. Ça ne veut pas dire, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a de l'indéfinissable. C'est-à-dire, il y a de l'indéfini, mais pas de l'indéfinissable. C'est la différence entre ignoramus, ignorabimus, qui était un grand débat au cours du XIXe siècle. Et maintenant, je pense qu'aucun scientifique sérieux peut dire ignorabimus. Par contre, il dira très souvent ignoramus. Et ce qui est intéressant dans cette implémentation du modèle, c'est que Valérie écrit « Toute la pensée du monde est impuissante à déplacer un grain de poussière ». J'ai beaucoup aimé cette mention dans les leçons. Ce grain de poussière insensible à nos injonctions intérieures, l'action ouvre à la curiosité de l'esprit une perspective de recherche infinie, mais simplement le fait qu'y penser, construire un modèle dans notre tête, ne va jamais aller modifier la place d'un grain de poussière. Et ça, c'est simplement parce que nous faisons des modèles formels qui doivent être transformés en action et que ce n'est pas ce que produit simplement notre cerveau qui peut déplacer ce grain de poussière. Voilà juste une tâche qui passe, une tâche cognitive, peu importe. Ce que écrit, et je réinsiste sur ça à nouveau, univers physique, psychologique, mystique, je l'ai déjà dit, tous ces univers s'emboîtent et ce modèle est là pour le démontrer. Alors revenons à un deuxième point très important, avant d'aborder le troisième, que je serai rapide, c'est la réception, sensation, sensibilité. Et la réception, il fait l'analogie avec le schéma de Branly pour transmission des ondes hertziennes, circuit avec une certaine partie que nous appellerons sensible, qui donne lieu à un signal. Si une expression extérieure, mettons des photons ou une onde lumineuse quelconque, vient frapper cette partie-là et la rend conductive, là c'est vraiment de l'électrophysiologie chez Valérie, il a compris le mécanisme. Ce sera la partie qui correspond à l'organe des sens. Intervention extérieure se borne simplement ouvrir ou fermer un commutateur, un récepteur. C'est vraiment ce que nous pouvons dire de meilleur en ce qui concerne la description du travail qui est en cours sur les récepteurs de neurotransmetteurs. Alors la sensation qui nous parvient est une
réception de l'extérieur qui est une production de nous, une véritable construction intérieure. Alors il fait une distinction importante entre réception et sensation, et avec la sensibilité, qui est un troisième aspect, qui n'est pas simplement de sentir un événement extérieur ou sentir même une pensée interne, mais c'est une propriété de répondre, non par la sensation, mais par une action motrice ou sécrétoire. On parlera de sensibilité générale de l'animal, mais c'est, à mon avis, la porte d'entrée à ce qui a été appelé simplexité. Et là, pardonnez-moi, je ne vois pas où Valérie va avec ce concept, sinon vers les fonctions supérieures du cerveau. Alors, la sensation, très brièvement, je prends ici le système visuel, et je le prendrai parce que je le trouve plus facile à illustrer neurophysiologiquement que la parole, qui est extrêmement complexe à ce stade. Donc, une image rétinienne, et comme vous le voyez ici, progressivement, cette image qui est isomorphe, au départ, progressivement est analysée par des aires spécialisées qui distinguent le mouvement, la profondeur, l'espace, la couleur, la reconnaissance des visages, etc. Et qui, en même temps, se trouvent intégrés à des émotions et sentiments. Alors, moi, je n'ai pas trouvé émotions et sentiments dans Valérie. Je ne sais pas si j'ai fait une faute de lecture. Vous l'avez trouvé? C'est pas vraiment très clair. Or, pour moi, c'est évidemment un aspect essentiel. Et ce qui se passe à ce stade-là, c'est qu'il y a accès à la conscience. Alors là, nous avons évidemment tout un aspect non conscient qui accède à la conscience. Et sur ce sujet, je citerai quand même Valérie, puisque le mot n'a pas été prononcé à ma connaissance au cours de ces 2 jours. Il faut stériliser d'abord le champ opératoire. Je trouve ça absolument extraordinaire comme image, c'est-à-dire éliminer l'idée que conscience et pensée sont choses supérieures et plus mystérieuses, que les phénomènes voire touchés sont inclus dans la matière et le mouvement. La conscience est un fonctionnement ou lié à un fonctionnement. Ce fonctionnement est celui même du système nerveux central, c'est-à-dire qui a pour fonction des actes. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus clair sur la position physicaliste de Valérie et sur le fait que le traitement conscient est un phénomène physiologique, et il a parfaitement raison. Alors, quand vous avez parlé de simplexité, je me suis dit, qu'est-ce qui peut rassembler toutes ces fonctions que vous assignez, ou que Valérie plutôt assigne à la simplexité? Il y a évidemment la perception, l'action, la programmation d'action, la décision, la liberté de choix, etc. Tout ça, c'est dans l'espace conscient. Notre proposition avec Stanislas Dehaene est qu'on peut proposer que cet espace conscient est un espace matériel dans notre cerveau, et que comme il est multimodal, c'est-à-dire qu'il est aussi bien auditif que visuel, en ce moment, vous me regardez et le mouvement des yeux fonctionne, il y a un autre, si quelques-uns d'entre vous parlaient, je les entendrais, enfin je m'entends, donc ça veut dire qu'il y a une multimodalité dans l'espace conscient, et le modèle très simple que nous vous proposons, c'est qu'il y a des axones longs qui permettent de réunir divers territoires de notre cortex cérébral. Comme vous le voyez ici, c'était déjà vu par Desjrine en 1895, et qu'on peut visualiser ce que Valérie appelle réception, qui est ici, par exemple, la simulation des voies visuelles que je vous ai montré tout à l'heure, et perception, qui est liée à la mise en route de l'espace conscient,
qui lui-même, évidemment, aboutit à la complexité. Et si j'ose dire ici, le res extensa se distingue de la res cogitans. Voilà la res extensa. Et quand l'espace conscient s'allume, qu'il y a ignition, on est dans la res cogitans. Alors, pour illustrer un des points qui a été fait très brillamment par notre prédécesseur, mon prédécesseur, l'histoire de sensibilité et de contrôle du geste. Eh bien, vous voyez ici qu'on peut parfaitement analyser des signaux électrophysiologiques qui planifient un mouvement. Et vous avez ici la comparaison entre l'activité neuronale en rouge et le mouvement en bleu et le mouvement de la main en rouge. Donc, il existe une base neurale de l'action qui fait l'œuvre. Et je pense qu'on peut très bien distinguer à ce niveau les anticipations conscientes des mouvements réflexes ou inconscients. Alors, je termine par création artistique, activité spontanée et poétique. Poétique, désignation conventionnelle des œuvres de l'esprit, c'est des usages de l'homme qui visent à agir sur la sensibilité sans action, intention utilitaire. Bon, ça a été largement discuté ce matin par Antoine. Et je pense que le mot utilité ici est à débattre parce qu'il omet un aspect très important, c'est l'émotion et la communication de l'émotion, le lien social. Et je pense que l'œuvre d'art, dans sa définition générale, est peut-être définie comme un instrument de communication sociale. Évidemment, le langage en est un, mais c'est compliqué. D'ailleurs, on comprend en lisant Valéry, parce qu'il y a un mélange entre poésique et de l'art, et utilisation du langage courant ou politique, comme on en a parlé tout à l'heure. À cet égard, dans le tableau, c'est plus simple, parce que le tableau est une œuvre qui sert à la communication sans langage. Donc, voilà brièvement ce que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que dans la définition de l'œuvre d'art qu'on peut proposer, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un livre récent là-dessus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des règles de l'art, et j'ai essayé de voir quelle était, entre autres, la recherche que Valéry essaye de définir pour aboutir à une œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait l'œuvre d'art? Et alors, j'ai choisi la complémentarité, la similitude, le contraste, l'intervention de coordination complexe, le facteur fonctionnel, etc. Tout ça, pour moi, c'est extrêmement mal défini. Et je pense qu'il y a parmi les règles de l'art et l'intervention du langage des émotions, si j'ose dire, les aspects que j'appellerais propres à l'œuvre d'art, comme l'originalité, la cohérence et l'action sociale, faisant partie de ce que le poète doit essayer d'aboutir. Donc, juste très brièvement, trois phases dans la création de l'œuvre d'art. Je vais juste illustrer l'une d'entre elles. Le désordre, l'attention, la construction de l'appareil moteur et l'élimination d'un procédé. Or, comme le dit très justement notre ami Marx, si vous lisez ça, comme la nature vivante n'a pas su poursuivre une fin par voie d'action éclairée, mais agir par statistiques, milliards de germes, ébauches monstrueuses et même l'immense production des œuvres ne peut être considérée comme une prodigalité de coups.
nous voilà avec Darwin. Et, chose curieuse, Valéry ne cite pas Darwin. C'est une chose très extraordinaire. Et juste pour vous dire qu'on peut construire des modèles par tâtonnement, et il utilise beaucoup ce terme, ici, en ayant des productions spontanées de représentation mentale que j'appelle des pré-représentations, et une action sur le monde et un système de récompense. Là, encore une fois, les émotions et les systèmes de récompense ou au contraire de punition, si on peut le terme, est essentiel pour moi dans la construction de l'œuvre d'art. Et je terminerai pour illustrer un point qui me paraît essentiel. J'ai été mentionné brièvement avec l'harmonie, que j'ai pu noter, qui n'est pas, à mon avis, développé du tout dans ce que j'ai pu lire de Valéry, c'est-à-dire que c'est une impression purement personnelle, elle y est peut-être, mais je pense que pour les artistes, les peintres, comme les musiciens, l'aspect d'harmonie est essentiel, c'est ce qu'on appelle le consensus partium. Et vous voyez ici Matisse et les tâtonnements et éliminations du processus de création. Toute œuvre est le fruit de longs soins et elle s'assemble en une quantité d'essais, de reprises, d'éliminations et de choix. Je vous remercie. Juste oublier une chose capitale, une nouvelle devise du Collège de France selon Valéry, Intellegere omnia. Voilà.